Mais ce qui vient de se passer, c'est historique et c'est surtout l'humiliation de l'Europe. Trump vient de court-circuiter les pays européens et les États-Unis négocient directement avec la Russie sur l'issue de la guerre. Sachant que, je vous le rappelle, l'Ukraine est en Europe, la Russie est en Europe, mais on négocie sans les Européens. Et là, c'est l'humiliation ultime pour les Européens. Et donc, j'ai intitulé cette vidéo « Trump humilie l'Europe. Est-ce que Poutine a déjà gagné la guerre ?» Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, imaginez, c'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est encore une fois, les États-Unis n'ont rien à voir avec l'Europe, ne sont pas, entre guillemets, européens, mais négocient la fin de la guerre avec la Russie et les Européens ne sont même pas là. Là, c'est CNBC. Donc, l'Europe se bat pour avoir son mot à dire. Le Financial Times, ils ont fait une couverture dans laquelle ils ont traité les Européens d'enfants. Ils ont dit, les Européens sont relégués aux oubliettes. Ils sont dans la table des enfants. Donc, les Européens se sont fait humilier comme jamais par Donald Trump. Et les dirigeants européens se sont réunis à Paris, d'accord, pour un sommet d'urgence organisé à la hâte par le président Emmanuel Macron, après que les espoirs d'une implication de l'Europe ont tourné au vinaigre. C'est-à-dire que Trump les humilie tellement, les sous-estime tellement que, en fait, ils s'en fichent des Européens. Et les États-Unis ont plutôt demandé à leurs alliés européens de remplir un questionnaire décrivant comment ils envisagent des garanties de sécurité pour Kiev. Vous imaginez l'humiliation? Et là, les États-Unis et la Russie mettent fin à leur premier pourparlers de haut niveau depuis, et c'est en Arabie Saoudite. Donc en Arabie Saoudite, genre, on s'en fiche des Européens. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Vous voyez ici, vous avez les Russes, les Américains, les Saoudiens et les Européens. Bon, on s'en fiche des Européens. Et c'est là où on voit qu'on est en train de vivre un nouvel ordre mondial. Que l'Europe aujourd'hui est un petit peu spectateur de son propre déclin. Que l'Europe est complètement dépassée. Qu'elle n'est même plus capable d'influencer les événements qui la concernent directement. Et c'est ça le drame. Poutine a d'ailleurs atteint son objectif. Son objectif, c'était de se montrer comme l'homme fort de l'Europe. C'était également de diviser l'Europe, d'accord ? Faire en sorte que l'Europe soit impuissante. Et clairement, le fait que l'Europe soit exclue des négociations, c'est déjà un gros camouflet pour l'Europe. Qu'est-ce qui explique cela? C'est également la situation politique de Macron et de Scholz. Les deux hommes sont en difficulté dans leur propre pays. Les deux hommes sont marginalisés et ce qui fait que les deux hommes n'ont pas le poids pour négocier. Et donc, on peut le dire, Poutine a atteint son objectif. Alors, comment on en est arrivé là? Moi, je vais mettre ma casquette d'économiste. En fait, il faut bien comprendre une chose. C'est que les États-Unis n'avaient pas une longueur d'avance incroyable par rapport à l'Europe. C'est ça ce qui est dingue dans cette histoire. J'ai étudié l'économie, j'ai lu plein de bouquins, j'ai travaillé le sujet. Et encore une fois, l'Europe avait tous les atouts pour être au même niveau, voire même dépasser les États-Unis. Mais ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a eu un gros creusement entre l'Europe et les États-Unis. Tu fais du mindset et tu fais des politiques économiques. Donc, on a aujourd'hui un appauvrissement relatif de la zone euro par rapport aux États-Unis. Et ça relève plus de la réalité que du mythe. Oui, c'est une réalité. D'accord ? Et je voulais revenir sur cet article parce qu'il est hyper intéressant. Les États-Unis avaient bénéficié des effets de la Seconde Guerre mondiale, c'est clair. L'Europe a été affaiblie pendant les deux guerres mondiales et les États-Unis en ont profité pour devenir la puissance, la première puissance économique et militaire mondiale. Et donc, la tendance était incontestable, laissait entrevoir une convergence économique des pays les plus développés. Ça, ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on a eu des politiques de reconstruction, le plan Marshall, les 30 glorieuses en France, par exemple. Et donc, pendant 30 années, on a eu une forte croissance, taux de chômage faible, reconstruction de l'Europe. Et bien évidemment, les États-Unis en ont également profité parce qu'ils avaient des gros contrats et ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais l'Europe s'est fortement développée. Et on est arrivé à un certain moment à une situation où
les Européens étaient meilleurs que les États-Unis. Ou être en Europe, ça faisait plus rêver qu'être aux États-Unis. On en est arrivé à avoir des bouquins dans les années 90, Pierre Albert, si ma mémoire est bonne, qui a écrit un bouquin, Capitalisme contre capitalisme, dans lequel il disait, nous on est meilleurs que les Américains c'est nul, regardez leur système de santé est pourri, regardez la délinquance, regardez la croissance, nous on est meilleurs que les Américains, cocorico, ce que vous voulez, et les États-Unis sont complètement à la ramasse, on a trouvé le système magique. Et le système magique, c'est un système où l'État est important, où il y a du libéralisme, mais il y a plus un État-providence, c'est-à-dire un État qui vient aider les plus faibles, les plus démunis, etc. Un État où il n'y a pas trop d'inégalités, c'est-à-dire les riches, ok, mais pas trop riches, et donc un système plus juste, d'accord? Et on considérait qu'un système, en étant plus juste, allait être plus efficace. Les Américains, eux, dans les années 80, il y a eu le libéralisme de Ronald Reagan, en Grande-Bretagne, Margaret Thatcher. Et là, l'idée, elle était que, au contraire, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. On veut des champions, on veut innover, on veut des gens très très riches, et on s'en fiche s'il y a des gens très très pauvres. Pourquoi? C'est cette fameuse théorie du ruissellement. Plus il y a de riches, plus ces gens créent de la valeur, et plus ça va profiter à l'ensemble de la société. Et en Europe, on a dit non, c'est faux. C'est pas une vraie théorie, ça marche pas. Les riches vont finalement accaparer la richesse, vont s'enrichir mais aux dépens des autres. Et donc, comme nous, on ne veut pas que une petite partie de la population capte les richesses, ce qu'on va faire, c'est que on va les taxer beaucoup plus et on va faire en sorte que il y ait une certaine égalité. Eh bien, cette stratégie, encore une fois, il y a eu deux grandes stratégies, deux grandes idéologies, j'ai envie de dire. Les États-Unis ont prouvé que leur idéologie, même si elle n'est pas parfaite et même si j'ai résumé les grandes lignes, parce que l'État américain est quand même présent, l'armée américaine est présente, etc. Donc ça, c'est juste pour les États-Unis ne sont pas un pays libéral au vrai sens du terme, d'accord? Mais comparé à l'Europe, ils le sont clairement beaucoup plus, du moins à l'intérieur. Et donc ici, l'écart s'est vraiment creusé, pour ma part, dans les années 90 et dans les années 2000. Et ici, vous voyez, entre 2010 et 2020, période de 10 ans, l'Union européenne a enregistré une croissance annuelle moyenne de 0,8%, alors que les États-Unis, 1,7%. Ça suffit pour comprendre le creusement qui s'est dessiné entre l'Europe et les États-Unis. Là, on va prendre des chiffres officiels, d'accord, sur l'Europe, et vous allez voir que l'écart est grandissant et finalement les chiffres parlent d'eux-mêmes. Premier chiffre, la population. Donc l'Europe, c'est 450 millions d'habitants, les États-Unis, 340. Espérance de vie. Alors l'Europe est bien meilleure, 81,5 années versus 78 années.